Merci. Bon, OK. Merci, docteur Pascaline, et tous les membres du bureau d'organisation de cette initiative de formation continue pour le réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Ceci permet à chacun de nous de renforcer nos capacités dans ces différentes thématiques abordées qui passent à travers les différentes spécialités de la médecine. Merci à vous pour l'opportunité que vous m'offrez d'échanger sur cette thématique transversale euh, constitue du ticket que nous avons jugé bon présenter sous la forme du ticket diagnostic et traitement. Donc, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Vous allez voir, ce sera un peu long, mais pour certains diapositives, je vais passer vite là-dessus pour que l'essentiel du message puisse passer. Donc, nous avons jugé, bon, il faut présenter sous ce plan. Après l'introduction, nous allons successivement aborder les généralités, le diagnostic et avant de conclure, le traitement. En introduction, les dermatoses, l'urticaire est une dermatose inflammatoire aiguë, subaiguë ou chronique. Elle s'observe souvent chez l'enfant et comme chez l'adulte, avec une évolution pas poussée, rémission. Les facteurs étiologiques sont multiples et une bonne connaissance de sa physiopathologie permet une meilleure prise en charge globale de cette dermatose. En généralité, définition, l'urticaire vient du mot latin urtica, qui signifie ortie, qui est une plante avec aux feuilles pointues, très, très garnies, et comme des tiges, qui fait que du contact avec la peau, nous avons cette réaction de papules inflammatoire ressemblant à de l'urticaire. D'où le terme urticaire venant de urtica. C'est une dermatose papulo-édémateuse, prurigineuse, fugace, qui ne dure pas dans le temps et mobile, déclenchée par une réaction inflammatoire au mécanisme complexe faisant intervenir les médiateurs dont le chef de file est l'histamine. Tout ce qui est de l'intérêt de cette thématique, c'est une dermatose très fréquente, on peut le dire comme ça. Et il faut dire que 15 à 20% de la population générale on peut dire qu'il a eu à faire un genre de dermatose au moins une fois dans sa vie. Le diagnostic est facile, le diagnostic positif et clinique est facile. Et d'ailleurs, on dit parfois que c'est la seule dermatose où on peut faire le diagnostic par un coup de fil. Mais la recherche étiologique reste fastidieuse. La guérison est rapide et repose sur des antihistaminiques H1 pour laquelle nous avons une stratégie thérapeutique bien codifiée. Et également noté comme intérêt, c'est l'urticaire peut révéler maladie systémique, engager le pronostic vital dans certaines formes, surtout la forme profonde, et dans cette forme chronique, impacte véritablement la qualité de vie des patients. Dans son évolution, distinguons trois groupes d'urticaire. L'urticaire aigu, qui constitue des poussées d'urticaire de 24 à 48 heures, évoluant depuis de moins de 6 semaines. L'urticaire chronique, qui se caractérise par des récurrences avec des signes et symptômes chaque jour, presque chaque jour, sinon 3 fois par semaine, pendant plus de 6 semaines. Et l'urticaire récurrente, qui se caractérise par des crises récurrentes espacées dans le temps, qui peut durer des semaines, toutes les semaines ou parfois des mois. La physiopathologie, les mécanismes physiopathologiques sont complexes
Et même, ce n'est pas encore bien élucidé. Nous avons deux grands mécanismes qui sont impliqués. Nous avons le mécanisme non immunologique et le mécanisme immunologique. Et quels que soient les deux mécanismes, nous assistons à une activation du mastocyte, qui est la principale cellule du tissu conjonctif riche en médiateurs euh, dont le chef de file, avait dit dans la définition, responsable de cette inflammation notée est l'histamine. Pour ce qui est des différents facteurs d'activation dans le cadre du mécanisme non immunologique, nous avons l'activation mastocytaire par des micro-organismes via des récepteurs TLR. Nous avons également l'activation des mastocytes par des récepteurs membranaires du complément C3 ou C5. L'activation par des stimuli émotionnels ou physiques par l'intermédiaire des neuropeptides et l'activation par également de certains aliments riches en histamine ou des médicaments histaminolibérateurs. Quant au mécanisme immunologique, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité et médiée par des anticorps et ou des lymphocytes. Mais il est maintenant établi que l'urticaire peut résulter fréquemment de la liaison d'auto-anticorps immunoglobuline G, anticorps immunoglobuline E, ou parfois entre les récepteurs d'immunoglobuline de la membrane du mastocyte. Mais à savoir que, quels que soient les deux mécanismes, nous avons l'activation des mastocytes qui aboutit à deux phases. Nous avons la première phase qui est une phase immédiate qui mobilise les médiateurs impliqués dans la dégranulation des mastocytes. Ces médiateurs, notamment le fil du chiffre, c'est l'histamine, provoquant ainsi des phénomènes de vasodilatation et le recrutement du plasma qui sont responsables des signes qu'on observe au niveau de l'urticaire, l'œdème. Et ensuite, nous avons la phase tardive, et cette phase tardive qui est dominée par la libération après des médiateurs, de certains médiateurs aussi, les cytokines, les prostaglandines, qui constituent après la cascade de réactions inflammatoires observées dans l'urticaire. Donc, nous comprenons tous à présent que quand on parle d'urticaire, ce n'est pas lié à l'allergie, parce que nous savons que par le mécanisme non immunologique, il n'y a rien d'allergie, il n'y a rien qui est en rapport avec l'hypersensibilité liée aux immunoglobulines E. De cette connaissance physiopathologique, nous pouvons aborder à présent le deuxième chapitre qui constitue le diagnostic. Nous devons pouvoir faire le diagnostic positif de l'urticaire et ainsi, sachant bien que quand on parle d'urticaire, on a deux grandes formes d'urticaire. Nous avons l'urticaire superficiel où nous avons des lésions qui sont vraiment superficielles, des papules dermiques, et l'urticaire profonde où ces papules sont au-delà du derme profond, parfois au niveau de l'hypoderme. Pour ce qui est du diagnostic positif de la forme superficielle, nous avons cliniquement un prurite qui est constant, féroce, et qui précède ou parfois accompagné d'éruptions avec parfois des troubles de sommeil. L'état général est conservé et nous notons à l'examen physique des papules œdémateuses, saillantes, ossées, le mot ossi revient ici, érythémateuses, roses à bordure nette, en surface lisse, consistante, ferme et parfois élastique, en nombre et taille variable, très labile, c'est-à-dire mobilité très, très mobile, efficace, qui ne dure pas dans le temps
Et ce qui est paradoxal dans l'urticaire, nous n'avons pas de signe de grattage. Ça gratte, mais on n'a aucune lésion de grattage. Le siège est ubiquitaire. Comme nous l'observons ici, dans cette image du ticket de forme superficielle, où nous avons des papules dermiques au niveau des cuisses de cette patiente. Ces papules sont roses, comme décrit dans l'examen physique. Et encore ici, nous avons bien les limites qui sont bien nettes, d'accord? La seule forme, la seule dermatose où on ne peut pas téléphone dire les lésions, comme si on vous a tapé, aspect papulo-œdémateuse très caractéristique. Pour ce qui est de cette forme superficielle, il faut dire, c'est seulement si les lésions sont atypiques dans le fait que parfois les lésions sont fixes, que vous pouvez aller dire que vous allez faire des prélèvements pour un examen anatomo-pathologique. Et également, le seul intérêt de ces examens complémentaires associés, c'est d'éliminer d'éventuels diagnostics différentiels, les comorbidités éventuellement associées, et en particulier la dysthyroïdie. Quant à la forme profonde, il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. Il s'agit d'une urticaire sous-cutanée, comme je vous le disais, avec un œdème profond et parfois de l'hypodème. Ici, le fluide est absent et on a une sensation de cuisson. Et la tuméfaction est mal limitée, la couleur de la peau est normale ou parfois légèrement rosée, blanche, ferme et dans un éclat. Les sièges, c'est surtout les tissus sous-cutanés, les lèvres, buccales, la paupière, les organes génitaux externes. L'atteinte des muqueuses est possible, le pharynx, l'œsophage, ce qui conditionne le pronostic. Et ici, nous avons parfois une dysphonie, c'est-à-dire l'altération du timbre et l'intensité de la voix, salivation, qui sont des troubles de déglutition, signes d'alarme, d'asphyxie, s'il y a œdème de glotte. Et voici une image ici du ticket profond où on voit tuméfaction des lèvres buccales. Et encore l'image un peu plus à l'extrême, il s'agit de l'angioœdème ici, et avec l'œdème de la langue, où ici il faut courir faire la mise en condition pour libérer les voies aériennes avant tout autre traitement adrénaline ou corticothérapie pour pouvoir sauver le malade. Le diagnostic positif des différentes formes du ticket étant posé, nous devons à présent pouvoir éliminer certaines dermatoses qui peuvent porter à confusion avec le ticket. Et de ce pas, nous avons d'abord, par rapport au diagnostic différentiel de la forme superficielle, il faut savoir tout ce qui est érythémateux et pleugineux n'est pas urticaire. Et en premier lieu, nous avons bien la cellule principale de cette inflammation, donc les mastocytes, qui, dans la dermatose appelée mastocytose, se présente ont des plaques érythémateuses comme l'urticaire, mais avec ce signe caractéristique classique qui donne une évolution œdémateuse de ces macules normalement érythémateuses qui par la suite deviennent pigmentées et l'évolution d'œdème en face des macules qui est classique de la mastocytose. Dans l'image qui suit, vous avez encore vraiment cette évolution au cours du frottement donnant cet aspect œdémateuse classique de signe d'arrêt. Toujours dans le diagnostic différentiel de celle à forme subacule, nous avons également la torsidémie à type d'exanthème maculopapuleux où nous avons ces lésions de macules
de macules et de papules, parfois confluant en de larges placards érythémateux, et comme il y a le prurite, qui peut porter un peu à confusion. Mais ici, vous aurez la notion de prise de médicaments qui pourrait d'emblée vous orienter vers cette toxidémie à type d'exanthème maculo-papuleux. Vous avez également la pemphigoïde bulleuse avant l'apparition des bulles. Cette dermatose où au début, nous avons ces lésions eczématiformes, ici, comme vous voyez, le placard érythématose squameux, et également l'aspect urticarien, de, ici, œdème urticaire, comme si c'était l'urticaire, et souvent associé à un pluricynématéria qui, avant l'apparition de lésions bulleuses, qui peut vraiment faire parfois égarer et porter à confusion, penser que c'est de l'urticaire. Donc ici, il faut une biopsie et parfois l'immunofluorescence directe qui pourront nous orienter vers la pemphigoïde bulleuse. Nous avons également l'érythème, toujours dans la forme superficielle, l'érythème polymorphe, qui ici ont parfois l'aspect annulaire érythémateux, d'accord, en cocade, vous avez deux anneaux successifs et le centre qui est le centre qui est violine également peut parfois, selon sa localisation, peut faire penser un peu à l'urticaire. Mais ici, vous aurez la notion de récidive et également le contact avec l'épaisse virus incriminé ici, qui pourrait nous orienter vers l'érythème polymorphe. Et en dernier lieu, dans la forme superficielle, nous avons des puicules d'arthropodes, d'accord, avec ces papules au début parfois urticariennes, d'accord, initialement très plugineux, et au fur et à mesure deviennent pigmentées et de localisation strictement au niveau des zones découvertes, notamment les membres pelviens. Quant à la forme profonde, le diagnostic différentiel se fera avec l'eczéma aigu du visage, que vous avez ici, cet aspect d'œdème érythémateux, c'est ça qui caractérise l'eczéma aigu du visage, l'œdème, à cause de la peau fine, où vous aurez des vésicules qui sont asséchées, des croûtes noires et le suintement, et la notion d'usage de colis ou autres facteurs ou produits cosmétiques ou facteurs allergisants serait recherché pour pour orienter la cause vers un eczéma aigu. Nous avons également dans la forme profonde le diagnostic différentiel avec un érysipède du visage avec cet édème rouge douleur et ce placard inflammatoire avec le classique bourrelet périphérique, signe de réseau, et vous aurez la notion de porte d'entrée et probable déclencheur de l'érysipèle du visage. Et toujours dans la forme profonde du trait profond, le diagnostic différentiel se ferait vers la hantise qui est la staphylococcus maligne de la face, avec cet œdème monstrueux du visage, comme dans le ticket, dans la forme profonde d'œdème, l'angioœdème. Mais ici, vous aurez la notion du furoncle qui a été trituré, d'accord, qui oriente vers l'origine, vers la staphylococcus maligne de la face. Toujours dans la forme profonde, nous avons la dermatomyosite et également qui se caractérise par cet érythroëdème en lunettes, d'accord, en lunettes très caractéristiques. Et ici, dans le cas de la dermatomyosite, nous aurons les signes cutanés et également les signes musculaires, de faiblesse musculaire et autres, et les examens paracliniques pour pouvoir orienter vers la dermatomyosite et ne pas faire penser à l'urticaire. Et enfin,
Dans la forme profonde, nous avons l'angioédème isolé et qui se caractérise par cet édème qui dure dans le temps et qui résiste au traitement conventionnel du ticket, parfois associé à des douleurs abdominales et des formes déclenchées par certains médicaments qui sont rapportés, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les estroprogestatifs et le risque de décès ici est parfois retrouvé par œdème laryngé asphyxique. Le diagnostic de l'urticaire étant clinique, nous allons aborder et il est nécessaire que les étiologies soient recherchées en fonction des urticaires, des formes type d'urticaire, à savoir urticaire aigu et urticaire chronique, selon l'évolution. Donc, pour ce qui est des étiologies, donc, ce serait abordé en étiologie des urticaires aigus et en étiologie des urticaires chroniques. Pour ce qui est des urticaires aigus, nous avons l'urticaire aigu non allergique. Et pour ce qui est de l'urticaire aigu non allergique, nous avons deux principaux mécanismes qui ne sont pas habituels. C'est le premier mécanisme, c'est le mécanisme histamino-libération modifique, parce que quand on dit mécanisme les immunoglobulines E, mais ici, nous avons cette forme, cette étiologie du ticket non allergique qui n'a rien à voir avec les immunoglobulines E. Et là, on n'a pas la consommation de certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine. Et ici, c'est purement, comme je vous disais, l'hypersensibilité non allergique par inhibition de la cyclooxygénase. Cyclooxygénase qui, par donation, on serait d'inhiber et la réaction inflammatoire en se posant sur ces médiateurs. Et également, nous avons certains médicaments qui sont pourvoyeurs d'histamino, de la libération d'histamine, mais non spécifiques également. Ce n'est pas la réaction spécifique. Et le mécanisme pharmacologique habituellement connu donnant l'angioédème isolé, comme l'avions décrit en diagnostic différentiel de la forme profonde. Et de nombreux facteurs favorisent cet urticaire aigu non allergique sur les terrains prédisposés. Donc, l'infection, par exemple, certaines infections, surtout virales, la mononucléose infectieuse, l'hépatite, la COVID-19, ce pas des mécanismes non allergiques ne mettant en rapport aucunement les immunoglobulines. Et ensuite, certains médicaments par le mécanisme pharmacologique. C'est important de ne pas les méconnaître, car c'est rare, mais il est important de faire la part des choses pour ne pas les méconnaître lors de la recherche étiologique. Donc, nous avons une démarche diagnostique et cette démarche diagnostique repose sur l'interrogatoire, le contexte et surtout la chronologie donnant l'urticaire allergique ou non et l'examen clinique minutieux pour rechercher des signes associés. C'est ça qui est capital ici. Dans la recherche, dans l'urticaire aigu allergique, nous avons des signes associés qui orientent vers l'origine allergique. Et dans ces étiologies du ticket allergique, nous avons des facteurs déclenchants non médicamenteux. Nous avons certains aliments, les viandes, qui sont des facteurs de pérennisation parce qu'on n'en finit pas de consommer. Des piqûres par venin d'hypnoptère, des guêpes, des abeilles, des frelons. Nous avons certaines substances au contact de la peau, notamment le latex, qui est la principale substance par contact donnant l'urticaire aigu
d'origine allergique. Nous avons également certains métaux, des prothèses contenant de nickel, des cuves, des stérilés et autres, qui également sont déclencheurs du ticket aigu allergique. Également, certains produits de contraste iodé. Toujours dans la liste de ces facteurs déclenchants médicamenteux, nous avons certains antibiotiques, d'accord, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et si vous voyez, c'est venu dans les étiologies non allergiques. La seule chose qui pourrait faire la part c'est les signes associés. Signes associés qui pourront nous orienter pour dire purement, nous sommes dans une urticaire aiguë allergique d'origine médicamenteuse. Nous avons également des antibiotiques, et ces antibiotiques, les sulfamides, les pénicillines, et également des apports masqués et des apports masqués. Et dans ces apports masqués, nous devons savoir que c'est surtout lors de prise de certains médicaments, de certains aliments, hein, qui sont parfois, notamment, je peux citer les œufs des poules pour vendre, qui ont été traités par la provende qui provende ou certains antibiotiques ont été mélangés dans la provende pour traiter poules qui ont certainement de petites pathologies et par conséquent ont pu par la suite dans ces œufs. La liste continue. Pour des facteurs médicamenteux, nous avons des antalgiques, des anti-inflammatoires, aspirine, indométhazine et des médicaments histaminolibérateurs, colchicine, quinine, morphine, codéine. La liste continue pour ce qui est des médicaments, des anticoagulants ou des produits de sérothérapie, du paracétamol et autres. Et ensuite, nous avons toujours dans les urticaires aigus, autres facteurs, nous avons les facteurs alimentaires, les aliments riches en histamine ou histaminolibérateurs. Nous avons les poissons, les crustacés et la charcuterie et les fromages, des légumes, notamment l'épinard, les choux, ou les boissons, certaines boissons, du chocolat et cacao. Et également, nous avons toujours dans la liste des principaux agents responsables de contact immunologique, certains aliments, les produits capillaires, les médicaments, comme ça a été cité, et également le contact avec certains animaux domestiques. Et ça continue les conservateurs des végétaux et également certains animaux pour ne pas répéter la même chose. Un résumé ici, nous avons un résumé des urticaires aigus. Quand on est en face de ces urticaires aigus, nous avons des causes allergiques. Et dans ces causes allergiques, nous avons certains médicaments, hein, notamment les sulfamides, les médicaments histaminolibérateurs, certains aliments, des vénins et certaines substances au contact de la peau qui sont déclencheurs de causes allergiques d'urticaire aigu. Et quand c'est des causes non allergiques, nous avons c'est purement des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les immunoglobulines E. Nous avons des infections, notamment la mononucléose infectieuse, l'hépatite B, la COVID-19 et des médicaments avec deux mécanismes, un mécanisme à histaminolibération non spécifique et un mécanisme pharmacologique à l'origine d'angioïdèmes isolés. Quant aux urticaires chroniques, ces urticaires chroniques sont classés en deux grands groupes pour ce qui est de leur étiologie, des causes inductibles et des causes spontanées. Nous allons essayer de défiler ces différents facteurs des causes
des deux grands groupes de causes. Nous avons, pour ce qui est des causes inductives, nous avons des facteurs mécaniques. Et comme premier facteur mécanique, nous avons le démographisme. Et ce démographisme qui constitue avoir après la pu à l'aide d'une ponce en traçant ou en dessinant sur la peau du patient. Vous avez dans les quelques minutes qui suivent une réaction inflammatoire du genre papuleuse et érythémateuse qui, quand c'est prurigineuse, est pathologique. Et on parle de démographisme positif. Dans ces mécanismes, dans ces causes, dans ces facteurs mécanismes, nous avons également le ticket au froid. Le ticket au froid, et nous avons ici le test de glaçon qui donne au contact d'un morceau de glaçon, en contact de la peau, cette réaction inflammatoire qui survient surtout pour des baignades ou bien le sujet qui fait une activité sportive en plein air. Il faut savoir que c'est la seule forme du ticket chronique où le pronostic du sujet, le pronostic vital du sujet peut être engagé et en cas surtout de baignade chez certains patients. Et nous avons le ticket cholinergique ici. Le ticket cholinergique qui est déclenché par un exercice physique et un bain chaud ou d'émotion. Vous avez des lésions de papules inflammatoires avec des érythèmes autour de ces lésions papuleuses caractéristiques de l'utiquet cholinergique. Quant aux causes spontanées, allons les lister rapidement. Nous avons les causes spontanées systémiques, c'est la vascularite urticarienne et c'est la seule forme où vous avez le temps de faire la biopsie et qui pourrait confirmer cette origine de vascularite urticarienne. Nous avons également, nous avons également le lupus érythémateux disséminé, ou parfois c'est associé à ces placards érythémato-squameuses de pleurite qui va faire évoquer l'origine systémique en cas de ce genre d'urticaire. Nous avons également la maladie de Steele dans sa forme typique. C'est une origine, c'est une cause systémique dans l'urticaire chronique spontanée, ou l'éruption cutanée, souvent urticarienne, si siège qui prédomine au niveau du tronc, survient typiquement le soir conjointement au pic fébrile noté dans cette pathologie. Toujours dans les causes spontanées, nous avons les causes génétiques, et en l'occurrence l'œdème angioneurotique héréditaire, qui est une affection autosomale dominante exceptionnelle, d'accord, observée, et avec un angioëdème muqueux pharyngo-laryngé, et qui coexiste parfois avec des plaques du ticket très rares. Nous avons toujours dans les causes spontanées génétiques le syndrome d'hyper-immunoglobulinisé, qui est aussi maladie familiale autosomique récessive. Et nous avons la cause auto-immune ici, qui en réalité est une étiologie non encore standardisée, où on note la mise en évidence dans le sérum du sujet souffrant du ticket chronique les auto-anticorps immunoglobulines dirigés contre le récepteur de haute affinité de l'immunoglobuline. En d'autres termes, cette étiologie du ticket chronique spontané est venue quand même pour étayer un peu ces étiologies du ticket idiopathique, chronique idiopathique, où on n'a pas trouvé de cause et qu'on range d'idiopathique après avoir éliminé cause psychogène. Donc, c'est dit dans la littérature et jusqu'à présent, ce n'est pas encore standardisé. Et comme je disais, il faut éliminer d'abord les causes psychogènes avant de parler de causes idiopathiques. Et actuellement, c'est dit que l'urticaire chronique spontané, c'est une forme d'urticaire qui dure plus de 6 mois et sans cause identifiée.
tout thème et cause spontanée et où on ne trouve pas d'étiologie, on n'a pas d'étiologie. Après avoir éliminé toutes les étiologies, les causes psychogènes, et puis on les range dans le cadre du ticket chronique spontané. Ainsi dit, nous allons maintenant aborder ce qui concerne surtout parce que le diagnostic est facile, le diagnostic est facile, et c'est surtout la prise en charge qui préoccupe chacun. Et cette prise en charge est parfois, c'est surtout en présence de l'urticaire chronique, ça est énormément, ça gêne même le médecin ou le spécialiste. Et on est vraiment embêté, même s'il y a des consensus ou des consensus jusqu'à l'heure actuelle donnée, nous sommes toujours embêtés dans la prise en charge des urticaires. Mais ce qu'il faut savoir, le but, c'est de soulager les patients et améliorer la qualité de vie de ces patients, parce que dans la forme chronique, comme l'avons dit, ça vraiment handicape la qualité de vie des patients et prévenir des complications. Et à noter qu'il n'existe pas un traitement curatif de l'urticaire chronique. La prise en charge est en griffe suspensive et s'inscrit dans le temps. Et ça nécessite à expliquer à ce que le malade puisse comprendre et pouvoir adhérer et coopérer avec dans la prise en charge de la maladie. La prévention est en réalité le meilleur traitement contre l'urticaire. Si on peut éviter cette dégranulation des mastocytes, nous n'allons pas vraiment être embêtés chaque fois quand ces patients viennent nous voir en cas d'urticaire chronique spontané. Les moyens de recours à ces antihistaminiques H1 classiques de première génération, nous pouvons citer des sortines, et les antihistaminiques de deuxième génération, la loratadine, la cétirizine, bilastine, et enfin la troisième génération, le vocétirizine et la desoloratadine. Et puis, en dernier recours, nous avons les anticorps monoclonaux qui sont en vigueur, mais pas encore disponibles chez nous. Toujours dans les moyens, nous avons parfois recours à ces antihistaminiques H2, et également la chirurgie dans la trachéotomie et autres moyens parfois à recommander le cahier alimentaire qui est discuté et encore par les différents auteurs. Nous avons également recours à des corticoïdes qui ne doivent pas être systématiques dans des cas précis, d'accord? L'hydrocortisone, les amétazones, méthylprednisone, les bêta-stimulants, l'adrénaline, parfois utilisés en cas d'urgence, et l'éducation thérapeutique qui doit être cruciale. Quant aux indications, nous avons dans l'urticaire aigu, le traitement de première intention fait recours aux antihistaminiques H1 de deuxième génération non sédative pour une durée de 7 à 10 jours, voire 2 semaines, traiter la cause qui est souvent connue et pas de corticoïdes dans cette prise en charge, dans cette indication. Quant aux urticaires récidivantes et chroniques, le traitement de première intention recommandé est le même que le traitement de l'urticaire aigu. Et le traitement de deuxième intention, si les symptômes persistent malgré l'antihistaminique H1 institué pour une durée de 2 semaines, si les symptômes persistent après 2 semaines, il faut parfois doser, parce qu'on donne de façon, pour la première intention, on donne la dose habituelle, un comprimé. Maintenant, si les symptômes persistent, nous pouvons augmenter la dose jusqu'à 4 comprimés par jour autorisés. Et ceci, c'est en griffe quand on va empêcher la dégranulation des mastocytes, la libération des histamines qui vont se poser et créer cette dégranulation des mastocytes. Donc, on multiplie la dose jusqu'à 4 pour empêcher la dégranulation des mastocytes. Pas de corticoïdes. Et maintenant, si malgré tout ça, vous avez des réponses partielles dans ces urticaires récidivantes et chroniques, vous avez des réponses partielles uniquement avec un seul le médicament de première intention et
On peut essayer différents antihistaminiques, deuxième, troisième génération. Et si parfois l'antihistaminique utilisé entraîne des réponses insuffisantes ou bien le patient est intolérant à ces antihistaminiques, il faut référer à un spécialiste. Et quand je dis spécialiste, je vais référer à un dermatologue, allergologue ou bien un immunologue pour pouvoir prendre en charge de façon spécifique en faisant recours à ce traitement de troisième intention, faisant recours aux anticorps monoclonaux. Et c'est capital, comme la façon thérapeutique, capital et primordial dans l'urticaire chronique, parce que nous savons que tous, que ça entraîne, ça a un retentissement sur la qualité de vie de ces patients. Plusieurs études l'ont montré qu'il y a une atteinte de la qualité de vie dans 48% des cas d'urticaire chronique associés à des troubles psychiatriques, d'accord, anxiété et syndrome dépressif, des troubles émotionnels, et ce qui nécessite des séances d'éducation thérapeutique pour informer, donner des informations claires, détaillées aux patients, hein, et en permettant d'évaluer même cette répercussion sur sa qualité de vie et améliorer la prise en charge dans ce sens, dans sa globalité. Et voici de façon schématique la conduite atelier, diagnostic et thérapeutique de l'urticaire aiguë. Là, nous avons, si l'urticaire aiguë est non allergique, dans le cas du ticket aigu isolé, si c'est isolé, nous avons le ticket aigu non allergique. Et là, c'est la plus fréquente, le ticket aigu non allergique, où vous avez favorisé par une infection, une prise de médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine, le stress. La durée est plusieurs jours ou semaines, moins de 6 semaines, et l'évolution se fait parfois vers une étiquette chronique. Il n'y a pas de bilan spécifique à faire, ni d'exploration allergologique, parce que ça n'a rien à voir avec l'allergie. Et l'examen clinique se fait et un traitement antihistaminique pourrait gérer cette étiquette aiguë. En cas du ticket aigu, non, qui n'est pas isolé, ou ici, vous avez des signes d'accompagnement, à savoir de malaise, d'hypotension artérielle, des troubles digestifs, des troubles respiratoires, c'est dit qu'il s'agit d'une urticaire aiguë allergique mettant en jeu les immunoglobulines E. C'est rare et souvent c'est lié à des immunoglobulines E dirigées contre un antigène. Ça peut être alimentaire, médicamenteux, vénin et autres. Pouvant entraîner l'anaphylaxie, là, il est nécessaire de faire un bilan allergique. Parfois, c'est recommandé le stylo injecteur de d'adrénaline, auto-injecteur où le patient même pourra se faire injecter. Et de façon, on peut résumer encore cette conduite à tenir diagnostic et thérapeutique dans les urticaires chroniques. Où ici, vous avez, quand l'interrogatoire vous oriente avec des éléments évocateurs d'une forme particulière d'urticaire chronique ou d'une maladie associée, vous pouvez rechercher des signes anamnestiques, les signes cliniques d'orientation pour faire les différents examens paracliniques pouvant vous orienter vers une étiologie précise. Et là, dans le cas où c'est une urticaire chronique isolée, vous n'avez pas de bilan paraclinique à faire, procédez à la monothérapie et antihistaminique parfois, si ça résiste, comme les nouvelles recommandations, parce que ceci date de 2013, l'algorithme date de 2013. Pour ce qui est des recommandations, quand ça va persister plus de 2 semaines, vous pouvez associer, vous pouvez augmenter la dose de l'antihistaminique jusqu'à 4 antihistaminiques, 4 comprimés par jour. Et si ça va toujours persister, il faut vraiment parfois faire des associations entre deux formes d'antihistaminiques. Et si le résultat est toujours ou pas trop efficace, référer aux spécialistes pour la prise en charge plus spécifique. En conclusion, nous avons l'urticaire est une affection fréquente. Ça touche l'enfant plus, mais également toucher
les sujets adultes. C'est dû à une activation vasocytaire qui entraîne une cascade inflammatoire et différents signes, entraînant les différents signes. Les étiologies sont multiples et difficiles à identifier, mais dominées par des causes alimentaires et médicamenteuses. La plupart des urticaires sont traités par les antihistaminiques H1 de dernière génération. Nous avons utilisé ces différentes références et nous vous remercions pour votre attention. Merci, professeur, pour ce cours qui était super didactique. En tout cas, pour moi, c'était super didactique, assez simple de compréhension et plein de bonnes informations. Donc, je vous remercie pour ce cours et je vais passer la parole, comme d'habitude, à mes collègues qui sont en ligne. Si vous aviez des questions, réponses, c'est toujours la même méthode. Il suffit de lever la main et je me ferai le plaisir de vous accorder la parole. Merci. Docteur Agoro, vous pouvez y aller. D'accord. Merci beaucoup au professeur pour la présentation. En effet, hein, je renchéris, la présentation a été bien faite. Je ne sais pas si vous me recevez. Allô? Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, on vous reçoit très bien. D'accord. Je disais, la présentation a été bien faite. En effet, on a suivi de bout en bout. Ma question au professeur, c'est de savoir, les sujets caucasiens que nous recevons, je me présente, docteur Agoro, médecin généraliste du Bénin. Les sujets qu'on reçoit, certains sujets caucasiens qui viennent, qui se plaignent souvent des lésions maculopapuleuses qui apparaissent lorsqu'ils s'exposent au soleil. Donc, quand j'avais discuté avec un collègue qui me parlait d'urticaire solaire, donc lié à l'exposition au soleil, je veux savoir quel est le mécanisme. Dans ce cas, je pense qu'on peut les classer dans les urticaires chroniques de cause mécanique. Mais pour ces sujets-là qui veulent vraiment profiter du soleil, de notre pays ou du terroir où ils sont venus en vacances, disons ça comme ça, quelle est l'attitude à adopter, les empêcher d'aller s'exposer à la plage? Je trouve que ça serait un peu difficile, mais qu'est-ce que le professeur nous propose ou quelle approche en dehors du fait qu'on utilise parfois de la desloratadine, moi j'en avais utilisé chez certains sujets, mais qui reviennent, qui me disent non, malgré qu'ils ont pris le médicament à 5 mg par jour, ils ont toujours, à l'exposition au soleil, ils ont toujours des lésions qui apparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Agoro. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans l'assistance qui ont des questions à poser à l'enseignante. Je comprends quand même qu'il n'y a pas assez de réactions parce que le cours était assez digeste. Je vous comprends. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, professeur, je vous laisse la parole. Merci, docteur Pascaline. Bon, pour la question, je pense que pour les Caucasiens, le soleil n'est pas bon pour eux. Donc, il y a déjà ce facteur. Le soleil n'est pas du tout bon pour eux. Même s'ils doivent s'exposer, ils doivent se protéger, mettre des écrans solaires pour empêcher les effets nuisifs du soleil sur leur peau. Des typiques données dues à la mélanine qui, vous comprenez, que les cancers, ils sont prédisposés. Donc, et du coup, pour dire que ceux qui parfois s'exposent et ont ces réactions de papules, il faut vraiment voir si c'est vraiment des papules œdémateuses qui vraiment simulent une urticaire pour caractériser l'urticaire, et solaire. Et c'est dans ce cas, si c'est vraiment une urticaire solaire, la prise en charge serait les antihistaminiques. Et pour empêcher, il faut dose, comme je vous l'ai dit, il faut même parfois donner jusqu'à 4 comprimés pour empêcher qu'il y ait cette dégranulation mastocytaire.
Donc, il n'y a pas parfois, n'ayez pas peur de mettre jusqu'à 4 comprimés ou bien de faire alternance avec 2 antihistaminiques de différentes générations pour pouvoir jumeler et empêcher cette dégradation mastocytaire. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas bon pour eux le soleil et il faut aller vraiment prouver que c'est une étiquette solaire et dans la prise en charge de cette étiquette solaire, c'est ne pas s'exposer au soleil. Ne pas s'exposer au soleil si c'est pour nous, encore nous qui avons la peau noire, hein, si nous devons s'exposer au soleil, pas parce que obligation, nous sommes en Afrique, il y a le soleil, pour lutter contre l'utiquette solaire, on peut faire cette alternative où on n'a pas le choix pour mettre des antihistaminiques à forte dose pour pouvoir jumeler et c'est pousser l'utiquette solaire. C'est ce que je peux dire par rapport à cette première préoccupation du participant. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Apparemment, je remarque qu'aujourd'hui, il n'y a que des Béninois dans l'assistance. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Si ce n'est pas le cas, je vais demander au professeur de bien vouloir partager avec nous ce qu'elle aurait aimé qu'on retienne de la séance d'aujourd'hui. Et je retiens qu'il n'y a que des Béninois aujourd'hui. You're not right. There is Togolese also. Professeur, vous avez la parole. Non, il y a des Béninois et des Togolais seulement aujourd'hui, hein, c'est compliqué. Merci, docteur Pascaline. En résumé, déjà savoir que l'urticaire, quand on dit urticaire, ce n'est pas d'emblée lié à l'allergie. Dans la physiopathologie, nous avons su que quand on parle d'urticaire, on a tendance à croire que c'est allergie 100%, hein, pas la physiopathologie. Nous n'avons pas cette connaissance de cette physiopathologie. Nous savons qu'il y a des urticaires qui ne sont pas du tout liés à l'allergie. Deuxièmement, pour ce qui est du diagnostic, faire la part des choses. Le diagnostic positif et dans le diagnostic positif de 2 formes, savoir pour la forme profonde que devant l'angioïdème, ce n'est pas là à courir à dire je vais interroger, demander, il faut d'abord, devant l'angioïdème, il faut d'abord libérer, c'est une urgence référée pour qu'on libérer les voies aériennes pour sauver le malade avant de courir pour dire on va mettre l'adrénaline, mettre corticoïdes. Ensuite, dans la démarche étiologique, il faut avoir un plan de la démarche étiologique pour pouvoir retrouver les différentes étiologies. Parce que quand l'étiologie est retrouvée, on traite et tout rend dans l'ordre. Et savoir qu'il ne faut jamais, pas de corticoïdes dans la prise en charge des urticaires. Pas de corticoïdes. Il y a des formes typiques où il faut mettre un corticoïde, mais d'emblée, même quand on fait nos cours, on demande de ne pas du tout penser aux corticoïdes. L'usage des corticoïdes, même on le dit, c'est réservé pour le spécialiste et ne pas d'emblée, parce qu'on voit en périphérie, quand on a urticaire, pour ces usages de corticoïdes. Et autre chose, en dehors des corticoïdes injectables, d'autres mettent même des crèmes. Parfois des crèmes anti-clugineux, au contraire, qui pourront même entraîner une eczématisation, créer l'eczéma chez ces patients. Donc, et savoir, comme je l'ai déjà dit, dans la prise en charge, n'hésitez pas à multiplier. Bon, on a jusqu'à 4 comprimés des antihistaminiques, soit alternés et alterner 2 antihistaminiques de génération différente pour juguler empêcher cette dégranulation mastocytaire. Si vraiment vous n'avez pas gain de cause, avoir le réflexe de référer au spécialiste pour la prise en charge beaucoup plus spécifique. Donc, en résumé, merci beaucoup, professeur, pour Merci à vous, professeur, pour ce résumé. Et je tiens à remercier mes confrères et consoeurs du Bénin, pas de jalousie surtout, du Togo, du Sénégal, de la RDC, du Mali, du Niger. J'espère que j'ai oublié personne. Merci à vous de vous être connectés, même si ce n'était pas une heure habituelle. Merci également aux professeurs qui
nous a quand même aidé à trouver une horaire pour pouvoir dispenser ce cours vraiment important et indispensable pour nous. Je profite pour annoncer le prochain webinaire. Les 2 prochains webinaires débattront des pathologies de la thyroïde, c'est-à-dire le premier samedi du mois d'août et le second samedi du mois d'août. Les 2 premiers samedis débattront des pathologies de la thyroïde. Voilà. En ce qui concerne la procédure d'obtention des attestations, c'est toujours la même procédure. Je demande à mon confrère Rosario de bien pouvoir partager dans la messagerie. Merci Rosario, la procédure d'obtention des attestations. Je n'oublie pas le Burkina Faso, je suis désolée. Merci à vous d'être présents. Voilà, merci beaucoup à tous et on va se dire à samedi prochain pour le prochain webinaire. Prenez bien soin de vous. Merci à tous. Merci, Dr. Pascaline.